Salut, je te souhaite la bienvenue sur IT Coffee, le podcast où on discute entre nous de transformation numérique avec un bon café à la main. Moi c'est Stéphane, je suis le dirigeant et fondateur de Victoria Solutions, le partenaire de la gestion informatique des startups et PME. Chez Victoria Solutions, notre mission c'est d'aider les entreprises et leurs équipes à être au top avec leurs outils informatiques. Alors reste ici, car aujourd'hui je te propose de rencontrer Rachel Pierre. Elle est Office Manager freelance et cofondatrice d'Office Lab. Avec Rachel, on va discuter d'un sujet ultra important: comment choisir le meilleur environnement de travail numérique pour son entreprise. Salut Rachel, comment vas-tu ? Mais ça va et toi ? Eh bien ça va très bien. Qu'est-ce que tu bois cet après-midi pour cette IT Coffee ? Eh ben de l'eau. Juste un grand verre d'eau. Un grand verre d'eau, je fais exactement pareil. C'est vrai qu'on enregistre, il est 16h, il est un peu plus de 16h, et je pense qu'on est des papis, des mamies là, donc effectivement pas de café pour nous aujourd'hui. Habituellement on enregistrerait le matin, mais bon du coup on va rester à l'eau. Rachel, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais au quotidien ? Oui, je fais beaucoup de choses au quotidien. Je suis freelance, depuis, quelques années maintenant et pour mes, clients, pour mon activité principale, pour faire simple, je gère leur boîte. Je suis responsable administrative et financière, donc je vais gérer, tout ce qui va être RH, facturation, tout ce qui va être aussi pré-comptabilité en lien avec leur, cabinet comptable. Voilà, tous ces sujets-là, parler, aux administrations françaises, voilà. Et ensuite, j'écris des articles et je fais des infographies pour, d'autres clients, mais c'est, toujours en lien avec le monde merveilleux de l'entreprise et mes sujets de prédilection. Et en parallèle, j'ai cofondé le collectif de freelance Office Lab, qui est le premier collectif de freelance sur les fonctions support. Et donc dans ce collectif, tu vas avoir autant des office managers que des responsables administratifs, que les responsables aux finances aussi ? Oui, alors on a des RAF, des office managers, des RRH, des DAF, donc directeurs et directrices, administratifs et financiers, contrôleurs, contrôleuses de gestion. Ok. On a un auditeur, enfin consultant sur les audits, sur la sécurité, des données et la norme ISO 27001. Un chef de projet, IT qui va mettre aussi en place, chez ses clients toutes les solutions sur, le RGPD, la sécurité des données encore une fois. Des consultants en organisation, des consultantes en administratif, enfin voilà, c'est très, très varié. OK. Et du coup, moi, je comprends que tu étais salariée avant, il y a encore quelques années, mais que tu es maintenant, du coup, indépendante, évidemment, puisque tu es freelance et que tu as cofondé, Office Lab. C'est quoi qui t'a poussée à devenir indépendante ? C'était qu'est-ce que c'est? Il y a eu plusieurs choses en fait. Alors en tant que salariée, j'étais, principalement office manager et je me suis vite rendu compte que ce que j'aimais moi, c'était créer le poste dans les entreprises. C'était d'arriver et de tout construire, ou en tout cas d'arriver à des moments un peu, challengeants de l'entreprise, où ça évolue beaucoup, où il faut beaucoup, processiser et cetera. Et c'est vrai que quand on est salarié, ben, on reste quand même plusieurs années dans une même entreprise qui évolue pas forcément, à la même vitesse que nous. Donc Ouais. je changeais beaucoup. Donc c'est vrai qu'être freelance pour ça, c'est quand même plus simple d'évoluer rapidement et d'avoir, même plusieurs clients en même temps. Heu, OK. ça aide à avoir ce comment dire? Cet environnement-là, ce challenge-là que j'aime particulièrement. Oui, ça te permet, du coup, ouais, chaque matin, effectivement, de pas finir par arriver, dans un boulot où ça se ressemble parce que, j'imagine qu'une fois que tu as mis tout en place en tant qu'office manager dans une entreprise, une fois que tout est en place, ça roule et donc c'est moins Exactement, challengeant d'un seul coup. OK. c'est ça. OK, ça marche et cool et je te propose de débuter. Avant toute chose, le sujet du jour, c'est évidemment la création de l'environnement de travail numérique, donc c'est un sujet qui est assez redondant dans toutes les entreprises qui sont en train de se structurer. On a, plusieurs, logiciels SaaS auxquels on a souscrit parce que, le marketing a fait son œuvre, et on se rend compte que, il y a plusieurs de ces logiciels qui sont soit redondants, soit assez peu utiles, soit même peu utilisés par, nos collaborateurs. Et donc là, de ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est du socle logiciel commun d'une entreprise. Donc le socle commun, c'est ce qui est utilisé par toutes les équipes. Dans ce socle commun, on va y retrouver autant des outils bureautiques que de la messagerie, de l'email, de la gestion de projet, la téléphonie, le SIRH. Bref, c'est le socle commun de tous les logiciels que
bah, en fait, tout le monde dans l'entreprise, va utiliser. Et donc ça m'emmène à une première question pour toi, Rachel. Tu nous disais que tu arrives souvent dans des entreprises qui sont encore peu structurées. Qu'est-ce que tu vas constater, le plus dans la pile logicielle qui est utilisée par ces entreprises, qui sont encore, assez jeunes? Alors ça va, au-delà de la taille de l'entreprise, ça va dépendre du type d'entreprise. Si j'arrive dans une start-up ou si j'arrive dans un secteur d'activité plus traditionnel, on va pas retrouver forcément les mêmes outils. Déjà dans les start-up, il y aura plus d'outils, que OK, dans les entreprises plus, traditionnelles, i à part la suite Microsoft, ils vont pas forcément, avoir tout développé. Dans les startups, je vais beaucoup retrouver Google Workspace. Ça, c'est le contrairement, aux autres qui sont plutôt sur Microsoft. ouais, Et ensuite, ils vont avoir, un outil de communication, en général, c'est Slack. Un outil, de gestion de l'information, ça va être, Notion. Ils peuvent avoir en parallèle un outil de gestion de projet, même si je ne le recommande pas, comme Asana ou, Basecamp. d'accord, Qu'est-ce que je vais retrouver encore? Sur le SIRH, on va avoir, souvent Payfit, ouais, mais parfois je vais retrouver Lucas. OK. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y avait? La téléphonie, alors ça, la téléphonie, c'est un peu en jachère à ce stade-là dans des entreprises. C'est quoi? Ils utilisent, quand tu dis en jachère, ils utilisent un peu, leur téléphone perso pour des usages pro, ils ont des outils, n'importe lesquels? C'est Ouais, ça alors il va y avoir des entreprises qui ont un gros besoin de téléphonie et qui, du coup, vont prendre tout de ouais, suite des outils là-dessus, mais sinon, soit effectivement c'est les téléphones perso, OK, soit ils vont avoir, 2 lignes chez Free, 3 lignes chez, Orange, enfin voilà. C'est un peu confus et en général, je mets un peu d'ordre d'ailleurs. OK. Ça marche. OK. Pour cette, tu parlais de Google Workspace et Microsoft 365. Donc toi, tu disais que dans les startups, celles qui utilisent beaucoup les SaaS, on a souvent, Google Workspace et dans les entreprises un peu plus anciennes, Microsoft 365. Sur les 2, tu as une recommandation, d'usage en particulier pour une entreprise qu'on est en train de créer ou qu'on est en train de structurer? Alors moi, je préfère Microsoft, mais je pense que c'est parce que, je l'ai beaucoup utilisé et que je trouve les outils beaucoup plus, complets que, ceux proposés par Google Workspace. Je trouve aussi que OneDrive est beaucoup plus facilement, organisable que Google Drive. Donc voilà, mais après franchement, je m'adapte, mais je pense que tu as des bonnes recommandations à faire, sur le sujet, plus que moi. Bah, c'est vrai finalement que, on a, 2 types d'utilisateurs dans les entreprises. On a effectivement ceux qui vont beaucoup utiliser les SaaS. Ça, c'est vraiment typique des startups, typique des entreprises qui sont en train de se créer. Alors c'est la raison, elle est très simple, hein. C'est parce qu'effectivement, on a du coup pas ces logiciels à installer, à configurer et cetera. Ils sont déjà préconfigurés, sur un navigateur internet, donc c'est très facile de les ouvrir et on a deux éditeurs, dont un qui surfe énormément sur cette ère du SaaS, c'est Google Workspace. Donc Google Workspace, c'est majoritairement utilisé par les entreprises qui vont, bah, beaucoup utiliser les SaaS, y compris dans la production et la lecture des données. Tandis que Microsoft 365, ce sera plutôt les entreprises qui ont des usages très, très mixtes, qui vont autant utiliser de manière, poussée les outils bureautiques, comme Excel ou PowerPoint, et qui vont aussi manipuler un volume très important de données, et de données qui émanent de leur ERP, de leur CRM. Donc si je peux faire un peu des avantages, inconvénients, bah, pour Google Workspace, c'est très facile de mise en œuvre. C'est pour ça qu'ils sont surreprésentés dans les entreprises qui viennent d'être créées parce que Google Workspace, vous mettez, une carte bancaire, vous faites une création de compte et on n'en parle plus et ensuite une fois que vous avez des salariés qui arrivent et ben, on clique sur plus, on ajoute le salarié et c'est terminé. Bon, sauf que ça va beaucoup plus loin derrière parce qu'il faut quand même, une notion de sécurité extrêmement importante, qui n'est pas vraiment abordée par Google Workspace, en tout cas dans les paramétrages de base. Et qui pour autant il faudrait s'en inquiéter un peu plus. Mais en tout cas, c'est très facile de mettre en œuvre. L'inconvénient derrière de Google Workspace, donc d'un logiciel qu'on utilise qu'au format SaaS, c'est qu'ils sont disponibles qu'en ligne les documents. Il y a une action manuelle à chaque fois à effectuer avant la perte de connexion. Donc si demain je prends l'avion ou le train, eh bien il faut que je fasse une action manuelle pour aller mettre le document hors ligne pour pouvoir, avoir la chance de travailler dessus, quand je serai dans le train ou, dans, l'avion. Alors que à contrario, ben, Microsoft 365, c'est extrêmement puissant,
C'est pour des usages qui sont vraiment différents. C'est une des seules solutions sur le marché aujourd'hui qui permet de manipuler de très gros volumes de données. Si je prends un exemple d'un client, qu'on a nous, il traite des c'est dans la mutuelle d'assurance. Il va traiter des feuilles de calcul à plus que 400 000 lignes, avec, 30, 40, 50 colonnes, avec des automatisations en VBA, des filtrages très avancés, de la recherche EV. Hem Et donc du coup, ça nécessite effectivement, bah, des logiciels qui puissent calculer en local, ce que fait Excel donc sur la machine. Derrière, d'autres clients qui font du développement spécifique, je prends l'exemple d'une entreprise qui fait de l'architecture, urbaine pour des grands chantiers urbains. Eux, ils vont aller, en fait, rechercher des infos dans le cadastre directement sur PowerPoint. Ils vont aller extraire les informations, les transférer dans Excel, pour calculer, des choses qui m'échappent complètement. Mais ça a l'air, super poussé et donc ça nécessite encore une fois, bah, du développement manuel. Du développement spécifique. Donc, bah, évidemment, on peut pas faire de développement spécifique avec Google Workspace. Donc encore une fois, voilà, c'est 2 outils pour 2 usages très différents. Et après sur Microsoft, bah, on gère l'identité, le SSO, on peut faire du MDM, de la gouvernance, de la sécurité, ce que propose pas encore Google Workspace, parce que Google Workspace, ça nécessite de faire beaucoup d'intégration. C'est là où le modèle, peut atteindre ses limites parce que du coup, on va, sur Microsoft 365, on a tous les outils. Sur Google Workspace, eh ben, on va devoir avoir Notion, on va devoir avoir Slack, on va devoir avoir Trello, on va devoir avoir Okta, enfin bref, tous ces logiciels-là, qui ont un coût et donc qui font exploser, la facture. Et je finis par Oui, un c'est point de ça. vue de sécurité. Ouais, pardon. Excuse-moi, je pense qu'effectivement, il y a un choix, qui est fait, qui est pas forcément très réfléchi, qui est que Google Workspace de base est moins cher que Oui, Microsoft, sauf qu'après il y a complètement. les coûts additionnels, des outils supplémentaires. Exactement. Là où tu vois, pour un Microsoft, sur une licence, plutôt moyenne, on est autour de 30 € par utilisateur. Peut-être que Google Workspace, on est, 15 € de moins. Néanmoins, derrière, avec toutes les intégrations, on va monter à 45, 50, 60 et ça peut monter plus haut. On a un client qui est à 160 € par utilisateur, rien que sur son sur sa stack d'outils de base, parce qu'il a Mmh. fait le choix de Google Workspace. Donc voilà, c'est vraiment à mettre, dans la balance, sachant qu'après, bon, d'un point de vue sécurité, les 2 solutions sont quand même très similaires. On est en 2024, il y en a pas une plus mauvaise que l'autre d'un point de vue sécurité. Par contre, il faut faire super attention parce qu'aucune des 2 ne voit leurs données sauvegardées par Google ou Microsoft. Donc c'est une erreur d'appréciation qui est extrêmement grave de penser que, Google ou Microsoft va enregistrer, et sauvegarder ces données. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on continue à sensibiliser, parce que typiquement, bah, la première chose, nous, qu'on va mettre en place, si je prends, notre exemple, quand on arrive chez des clients, c'est les systèmes de sauvegarde qui sont à 99 inexistants. Voilà. Ouais. Ouais, ouais, là c'est, enfin moi j'ai travaillé dans une entreprise qui s'est fait certifier ISO 27001 et effectivement Ouais. enfin la procédure, était très, très, carrée et tout était enregistré sur un serveur, en dehors des clouds, quoi. On n'était pas du tout Ouais, sur c'est la ça, même façon de effectivement. travailler. Ouais, et la norme ISO 27001 est très, très regardante avec ça, et effectivement, c'est une super bonne pratique parce que, bah, si tu backup tes données sur les mêmes serveurs que là où se situent celles de Microsoft et de Google, ben, s'il y a un crack, dans un data center, on a vu avec OVH il y a 3 ou 4 ans maintenant à Grenoble, où il y a un data center qui a complètement brûlé. Bon, il y avait des sauvegardes, mais bon, elles étaient dans le même data center, donc tu vois, ça a pas servi, forcément à grand chose. Hem, Tu me parlais d'intelligence artificielle, sur Notion quand on a préparé, l'épisode d'aujourd'hui, et tu me disais qu'effectivement ils avaient intégré l'IA dans la recherche sur Notion. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, aujourd'hui, quand on fait une recherche dans Notion, donc il peut nous proposer soit les pages qui traitent du sujet directement, soit il peut faire un résumé du sujet, enfin de toutes les informations qui sont dans ces pages pour simplifier en fait, pour simplifier sans avoir à ouvrir chaque page pour voir où se trouve l'information et cetera. Si on parle de la politique RH, on peut aller, enfin quelqu'un qui pourrait taper, congé de fractionnement, il pourrait retrouver, directement dans ce champ de recherche les informations sur le congé de fractionnement sans avoir à aller, cliquer sur la bonne page dans le playbook de l'entreprise, par exemple. D'accord, OK. Donc c'est aussi plus puissant que, les knowledge base, qu'on connaît, où, quand tu tapes une recherche, tu retrouves plein de trucs sur le fractionnement, mais pas ce qui t'intéresse. Tu vas pouvoir en fait lui demander, réellement, quelle est la règle pour un congé de fractionnement, si l'employé a plus de, 2 ans, de boîte? Oui, c'est ça.
OK. On peut taper congé fractionnement ancienneté et il y aura vraiment l'information qui dira les jours de fractionnement sont ouverts qu'à partir des 1 an d'ancienneté. Il y a un jour supplémentaire à partir de 5 ans, 2 jours à partir de 10 ans. OK. Voilà, ça doit être la convention Ouais, donc Syntec, je crois. ouais. Euh, mais voilà, mais en revanche, il va aller chercher que l'information qui est dans l'espace Notion qu'on utilise à ce moment-là. C'est pas comme ChatGPT qui va aller compiler toutes les Ouais, bien sûr, informations du sur net internet, ouais. et du coup Ouais, avoir beaucoup d'hallucinations. Heu, ouais. Là, les réponses sont quand même plus fiables. Ouais, donc ça veut dire qu'on va pouvoir utiliser bon, alors là, tu parlais de des RH, mais on peut utiliser aussi, Notion pour faire de la documentation technique sur son produit, pour que les nouvelles recrues derrière, elles puissent taper des recherches, je dirais, conversationnelles, et que Notion puisse leur ressortir en fait, des éléments qui sont super contextualisés, autant Ouais, sur la après technique que sur ouais, faut faire des tests parce que parfois il peut quand même, ouais, mixer, plusieurs informations et la réponse peut ne pas être juste aussi. Donc il faut être OK, assez précis dans la demande pour que le résumé soit fiable. Mais après sinon il reste aussi, juste bien structurer l'information et ouais, ensuite dans la recherche, on va aller cliquer sur les pages directement et lire dans les pages, hein. Ça reste aussi une fonction qui est utile et tu me fais penser à autre chose qui est assez fort dans Notion aujourd'hui, c'est que là, tu parles des fiches techniques. Toi, tu as donné un exemple en interne, mais ouais. tu peux aussi, rendre accessible de l'information à ton public, sans leur donner accès à ton Notion. Ils ont une D'accord, fonctionnalité de mise en ligne sur internet des pages qui est très bien maîtrisée, donc on sait exactement ce qui est en ligne et ce qui ne l'est pas, hein. On se retrouve pas d'accord. à balancer, son playbook de salarié, heu, voilà, pour tout le monde. OK, Mais c'est vrai que nous, par exemple, avec Office Lab, on a créé tout notre, tu vois, tout notre, onboarding des membres, c'est sur un site, en ligne qui est en fait que c'est qui est poussé par Notion. Tout a été d'accord. construit dans Notion et on l'a mis en ligne et ensuite, les freelances qui sont intéressés pour nous rejoindre peuvent trouver des informations, répondre aux questions principales et Ouais. adhérer directement depuis ce site qui a été fait sur Notion. Je trouve ça assez fou, quoi Ah ouais, super efficace, ouais. Ouais, carrément, carrément. et ça nous coûte Final zéro. Oui, parce que tu le publies depuis ton espace, Notion, Mmh, que tu payes déjà. exactement. OK et du coup, il y a un truc super intéressant que tu disais, juste avant, c'est effectivement la structure de la donnée. J'ai eu l'impression dans ce que tu disais qu'il y avait pas de miracle. C'est-à-dire qu'effectivement, si tu structures pas ton espace Notion, si tu y mets n'importe quoi, des pages, en veux-tu, en voilà, et ben, l'IA va pas forcément, fonctionner correctement, la recherche non plus, et la gestion des droits non plus. Tu le vois Ouais toi? et puis même sans utiliser la recherche, à partir du moment où notamment on utilise les bases de données, il faut Ouais, structurer son espace, et il faut être organisé, heu, avant de avant de commencer à mettre les mains dans Notion. Il faut déjà avoir, une ouais, idée claire de ce qu'on veut sur le papier. OK, Heu, voilà, moi j'ai même des clients qui font appel à moi, en dehors de mes clients, que j'accompagne au quotidien, des entreprises qui font appel à moi pour, les aider à organiser leur espace Notion pour qu'il soit efficient et pour qu'il reflète vraiment leur activité, leur façon de travailler, leur cerveau, quoi. Si souvent les gens prennent des templates, et en fait après sont très frustrés parce que ça correspond pas à leur façon de travailler. Alors que, finalement un accompagnement et une personnalisation de l'outil, ça coûte un peu plus cher au démarrage, mais oui, c'est bien sûr. tellement de confort, après. Ouais, c'est un cercle infini qui se produit, depuis les années 2000 ça. Effectivement, on a des templates qui existent pour tout et n'importe quoi, dans les années 2000, c'était des templates Office, et ça a généré beaucoup de frustration parce qu'effectivement, bah, les gens se rendaient compte que c'était pas du tout, modifiable, adaptable et cetera. Et du coup, c'est marrant, que tu me dises ça parce qu'on le voit aussi dans Notion, dans Monday et cetera. Tous les templates qui existent, bon, c'est bien pour se faire une idée. Et moi, je recommande effectivement de les dupliquer sur un espace bac à sable et ensuite de reconstruire à la main, quelque chose qui s'en inspire, mais qui soit vraiment adapté à sa problématique métier et évidemment de se faire accompagner. C'est vrai que ce que tu dis, bah, c'est payant, oui, mais combien d'argent économiser sur quelque chose qui fonctionne comme on le voudrait? Exactement et puis c'est vraiment enfin, encore une fois, on part de l'organisation
pour aller vers l'outil. L'autre jour sur LinkedIn, je voyais quelqu'un qui disait, «J'ai que des pages volantes sur Notion, du coup je vais changer d'outil parce que ma productivité baisse à cause de ça», et en fait, quelqu'un lui a répondu: «Mais le problème c'est pas l'outil. Si tu es mal organisé, tu seras mal organisé sur n'importe quel outil. Donc prends le temps C'est clair. de structurer le truc et ensuite de structurer l'outil en fonction de ce que tu Ouais. veux, plutôt que de changer d'outil tous les 3 mois parce que ça marche pas». Donc on est ouais, c'est clair. Donc on est clairement sur, ouais, tu dirais un indispensable, dans les entreprises, les petites entreprises, Notion, un indispensable. Ouais, 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 aujourd'hui, OK. ouais. OK et du coup, ça me fait, basculer sur le sujet, SIRH, donc un autre sujet qui me semble aujourd'hui aussi indispensable. Nous, tu vois, on grossit pas mal depuis le début, de Victoria, Solutions, on a une belle traction. Bon, au début, moi, je me suis dit: «On va peut-être économiser sur l'outil SIRH» parce que bon, il y a un coût quand même certain à la mise en place et un coût mensuel, et on va gérer ça dans les calendriers, les congés payés et cetera et puis bon, on se débrouillera. Bon, finalement, 3 mois plus tard, en faisant les éléments variables de paye, on s'est rendu compte qu'on faisait pas mal de boulettes au niveau du comptage de tickets resto et de congés. Donc, on s'est dit: «On va basculer». Parce qu'en fait, même avec, aujourd'hui, 6 salariés, eh ben, en fait, c'est presque ingérable de gérer ça à la mano. Plus le droit du travail, plus, tu vois, on parlait des congés de fractionnement, juste avant, bah, voilà. Et on s'est retrouvé en fait vraiment à pédaler dans la semoule. Déjà, bon, pour choisir le bon SIRH, mais ensuite aussi pour, l'adapter à notre contexte, et adapter aussi le dossier collaborateur. Moi, je pense qu'un outil SIRH, c'est devenu un indispensable en entreprise, et toi, je sais que c'est quelque chose que tu mets beaucoup en place. Hem, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du cadre légal? À quoi sert un SIRH? Alors un SIRH, je précise, c'est Système d'information pour les ressources humaines. Voilà, donc si tu peux nous dire un peu à quoi ça sert? Est-ce qu'il y a un cadre légal? Et si tu en connais, 2 ou 3 que tu recommanderais ou non, hein, d'ailleurs? Ouais. Oui, bien sûr, il y a un cadre légal, c'est le droit social et c'est pas un petit, cadre légal en France. Et Surtout en France. ouais, l'intérêt de l'outil SIRH, c'est, justement de s'assurer, en tout cas en partie, de respecter ce cadre légal parce qu'eux ont l'obligation de se maintenir à jour et d'offrir des services qui répondent, au droit social. Après, il va y avoir, vraiment les ramifications, conventions collectives et cetera, et l'outil, là encore, ne peut pas tout faire. Donc si, par exemple, on renseigne la mauvaise convention collective dans l'outil, l'outil, sera paramétré pour, pour une mauvaise convention collective, et c'est quelque chose que Ouais, j'ai déjà vu. Donc voilà, on en revient à ce sujet-là l'outil va beaucoup aider et va beaucoup sécuriser, mais n'est pas suffisant si à côté de ça, il y a les personnes qui le gèrent, sont pas impliquées dans le sujet RH, n'ont pas le temps, et cetera, et cetera. Donc pour moi, c'est vraiment des choses sur lesquelles il faut vraiment se sécuriser, parce que le droit social, ça peut coûter très, très cher. oui, Hem, effectivement. Entre les conflits et les inspections, voilà, les contrôles de l'URSSAF, le contrôle d'inspection du travail, vraiment d'ailleurs, c'est une grosse charge mentale en général, hein, pour les fondateurs d'entreprises, et c'est souvent, l'arrivée des premiers salariés qui déclenche l'émission, pour des gens comme moi, en fait. Les Ouais. fondateurs nous appellent en me disant: «Là, non, là, c'est trop, moi, je dois développer mon activité, je dois configurer mon produit, mon outil, et cetera. Je peux pas en Ouais. plus passer la moitié de mon temps à gérer le droit social, c'est pas Non, possible». mais c'est clair, c'est clair. Donc ils prennent un outil et nous, on leur conseille de prendre un outil en plus. Ouais. Heu, voilà. Après sur les outils, il va y en avoir plusieurs. Sur les petites entreprises, ceux qui fonctionnent bien, je crois que c'est celui que tu as choisi, c'est Lucas, mais qui va fonctionner avec un gestionnaire de paye. Donc parce que Lucas ne OK. traite pas la paye, il va traiter tout ce qu'il y a Ouais. autour de la paye, ou Payfit qui là est un outil complet. Moi j'ai des clients qui vont préférer Lucas parce qu'ils veulent conserver vraiment la paye, entre les mains d'un gestionnaire de paye. Heu, Personnellement, je trouve qu'effectivement quand on a un bon gestionnaire de paye, c'est confortable et c'est rassurant. En revanche, quand on a un mauvais gestionnaire de paye, Payfit est vraiment plus C'est la rassurant. Enfin moi, solution toute trouvée. pour avoir fait les 3 configurations, Ouais. je préfère un très bon gestionnaire de paye, sinon ça sera Payfit.
sera Payfit, OK. Et il y a un truc que tu disais qui est super intéressant, juste avant, c'est qu'effectivement les fondateurs et les fondatrices de boîtes, elles vont t'appeler, pour te dire, «Ben, moi je voudrais mettre en place un SIRH, est-ce que tu peux m'aider à ça?» Est-ce que ça veut dire, et bon, je pense que tu me diras oui, mais est-ce que ça veut dire que se faire accompagner par, quelqu'un comme toi sur la mise en place d'un SIRH, c'est aussi un indispensable? La question sous-jacente, c'est: est-ce qu'un fondateur ou une fondatrice peut se dire: «OK, moi je mets en place Payfit ou, Lucas et je le mets en place tout seul». Est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes ou pas? Alors, bah, tout dépend en fait de l'organisation de l'entreprise et de l'appétence de la personne pour le sujet. Si c'est quelqu'un, alors souvent dans les équipes de founders, on va se retrouver avec, une personne qui va être plus en mode, développement, et une personne qui va OK, plus, avoir un profil, que moi j'appelle le profil architecte, qui va ouais, cadrer, qui va gérer l'admin, et cetera et cetera. Quand on est sur cette organisation-là et qu'on a un profil comme ça, la personne peut éventuellement se débrouiller toute seule. Après, il faut vraiment, que ça soit à un moment dans l'activité de l'entreprise où cette personne aura le temps de faire ça et sera pas en train de gérer plusieurs, autres sujets admin, et financiers. Parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est le moment de l'onboarding de l'outil. Alors, si on prend Lucas, en plus, leur onboarding est vraiment, très, très long et très, très lourd. Mais même Payfit où le l'onboarding est beaucoup plus fluide et simplifié, il y a quand même des choses à vérifier. Enfin, comme je le disais, hein, moi je suis arrivée dans des entreprises où la convention collective dans Payfit était pas la bonne. Et c'est pas bah, la faute de Payfit, catastrophe. c'est Non, c'est la non, f enfin, c'est quelqu'un qui a mal transmis les informations. bien sûr. Voilà, où, même moi, ça m'est arrivé, d'implémenter Payfit chez un client et quand j'ai refait, parce qu'avant que je passe en prod, enfin non, le premier mois d'ailleurs. Le premier mois de paye, la première paye, je refais un audit pour m'assurer que tout est carré et je me suis aperçue que, un cadre dirigeant avait été, renseigné en cadre forfait jour dans Payfit et donc du coup, ça lui, ajoutait des RTT alors que les cadres dirigeants n'ont pas de RTT et cetera. Donc Oui. il y a vraiment il y a un process à suivre et il y a voilà, il y Sûr, a des ouais. contrôles à faire et cetera et cetera. Donc soit on a quelqu'un en interne qui se sent à l'aise et qui peut le faire très bien, soit c'est pas le moment, pas pas le bon profil et cetera et dans ces cas-là, effectivement, là encore, vaut mieux déléguer et en plus, quand on fait appel à des freelances, enfin voilà, moi j'ai déjà implémenté Payfit, j'ai déjà implémenté Lucas, j'ai déjà bossé sur, Scylla et RH, donc on connaît bien les outils, on connaît bien leur fonctionnement, on connaît aussi comment sont gérés les onboarding dans les outils. Ouais, C'est plus rassurant donc pour les clients. ouais, tu as cette historique du coup. Excuse-moi, je bois un peu d'eau. Bah, tu vois, nous, on a mis, c'est Lucas qu'on a mis en place, on l'a mis en place la semaine dernière. Ouais, ça a été mis en production la semaine dernière, tu vois? Donc c'est tout frais pour nous. Je te rejoins à 100 dans ce que tu dis. Bon, déjà, je pense que pour les équipes de fondeurs où il y a qu'une personne, ce qui est mon cas, c'est extrêmement douloureux à mettre en œuvre, parce qu'effectivement, on touche au droit social, on touche aux conventions collectives, on touche, à énormément de paramétrage, d'audit à réaliser. Il y a beaucoup d'erreurs qui peuvent être faites, surtout si le cabinet comptable derrière n'est pas forcément, accompagnant. Je te rejoins à 100. Maintenant, effectivement, c'est vrai que, ce que tu disais est vrai, l'onboarding, d'un outil SIRH, c'est quelque chose qui est assez long, et assez lourd. Il y a des fichiers à remplir, il y a des imports à faire, il y a des reprises d'anciens éléments de paye à faire, il faut se connecter à son gestionnaire de paye si on déploie un système comme Lucas. Donc ouais, je suis, et pour pas t'influencer, je posais la question avant de parler de cette expérience. Mais ouais, c'est vrai que se faire accompagner par de l'externe, sur ce sujet-là, et que c'est clairement, je dirais game changer parce que, bah, un onboarding, chez Lucas, nous, je sais que ça nous a pris en temps interne et en temps de réunion, c'est une journée, de formation, et en temps interne, il y a eu quasiment 3 ou 4 jours, où il a fallu, retrouver, énormément de data, relire des conventions et cetera, faire du droit social en somme. Et 4 jours, chez nous sur, des boîtes qui sont Syntec, bah, du coup, ça coûte, forcément beaucoup d'argent. Effectivement, être accompagné, c'est, quelque chose qui est extrêmement important. Tout autre sujet, qu'on va aborder, c'est le sujet de la voix et des communications. On a beaucoup de solutions de visioconférence qui existent.
Google Meet, Teams, Zoom, on a des solutions de téléphonie, Aircall, Ringover. C'est quoi le contexte aujourd'hui de l'entreprise, sur ces outils-là? Qu'est-ce qu'ils utilisent? Tu vois des choses qui reviennent souvent? Alors, moi chez mes clients, sur la visio, ça va être, majoritairement Google Meet. C'est la suite, Google, hein, donc ils s'embêtent pas et j'avoue que j'ai moi aussi pour le coup une préférence sur Google Meet que je trouve quand même Ouais. vachement plus simple, pour débuter une réunion que Teams ou Zoom où à chaque fois, il me faut 3-4 étapes pour arriver, à voir les personnes en face de moi. Ne serait-ce que taper mon prénom, genre je j'ai jamais compris pourquoi il fallait que je tape mon prénom à chaque fois, je vois pas l'intérêt, genre les gens savent, ils m'ont envoyé une invitation, ils connaissent mon prénom. A Là où priori, oui, oui. Google Meet s'en fout royalement de comment je m'appelle. Ouais. Voilà, moi aussi j'utilise et avec Office Lab, on l'utilise aussi, c'est, Midjitsi et j'aime beaucoup OK. Midjitsi parce que, ça permet de créer des liens, qui sont toujours les mêmes et du coup, de pas s'embêter, à recréer une invitation à chaque fois qu'on veut faire une réunion, on copie-colle son lien, voire même moi j'utilise Notion Calendar. Du coup, il est par défaut dans mes invitations. Voilà, je trouve ça plutôt sympa. Hem et après, bah, comme d'habitude, hein, dans les entreprises plus traditionnelles, on va plutôt trouver Teams, ou voire Zoom. Alors Zoom, je sais que certains l'utilisent quand ils vont, faire aussi des visios avec beaucoup de personnes ou des conférences où il faut avoir des fonctionnalités plus complexes qu'une simple réunion, avec son client, ou son comptable. Ouais, comme des webinaires. Ouais. Oui, mais des webinaires, qui vont avec, le replay et cetera. Parce que alors moi, je fais des webinaires D'accord. avec Google Meet ou avec Midjitsi, ça se Oui, passe très bien. Mais oui. parce que c'est en petit comité, je fais pas de replay, de toute façon, genre qui regarde les replays franchement? Heu, mais voilà, je sais qu'effectivement pour les gros événements, Zoom, fonctionne mieux. OK. OK, ça marche et niveau téléphonie, Aircall, Ringover, tu connais? Alors, je connais, j'ai jamais franchement, eu affaire à eux parce que, c'est pas utilisé chez mes clients, ou Ouais. alors, quand c'est utilisé, c'est complètement dehors de mon spectre. Je vois juste passer les factures. D'ailleurs, les je Aircall, je me souviens avoir vu passer des factures de 2 centimes. Je me demandais bien l'intérêt de de facturer 2 centimes. Oui, la facture en coûte au Voilà, moins 1 € déjà. ouais, c'est ça. En revanche, j'entends pas mal de d'office managers râler sur ces solutions en disant que c'est pas très stable, que les appels sont pas super qualitatifs et que quand c'est les commerciaux qui les utilisent, ça râle beaucoup dans les équipes. Ouais, je suis d'accord, c'est un sujet qui revient beaucoup. Alors tu vois, nous, on travaille en tiers de confiance enfin, on a déjà travaillé, là, on n'a pas de mission en cours là-dessus, mais en tant que tiers de confiance pour Aircall et Ringover, où effectivement, on intervient dans les entreprises qui ont beaucoup, beaucoup de problèmes, de stabilité, de lag, les appels sont très peu qualitatifs et cetera. Souvent, les entreprises, elles vont avoir tendance à incriminer, Aircall ou Ringover, et en fait, on se rend compte que, bah, le souci il se situe à l'interne, et on n'a pas vérifié si le réseau internet était bon. Est-ce qu'on utilise une box bon marché, Free, Orange, Livebox et cetera? On voit beaucoup d'entreprises, surtout je pense dans ta cible, qui ont encore des Livebox, perso dans un bureau, et du coup, effectivement, c'est des machines qui sont pas du tout adaptées, pour passer, beaucoup d'appels comme ça, par, des solutions comme Aircall ou Ringover. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs à vérifier, avant de dire, que Aircall ou Ringover, c'est de la merde. Est-ce qu'il y a un bon débit? Est-ce que ce débit, il est stable? Parce que c'est pareil, on peut pas dire, «Ouais, j'ai un super débit, j'ai 1 giga par seconde, c'est le meilleur débit de la ville». Mais si ce débit-là, il est pas stable, s'il ne fait que monter et descendre, et ben, effectivement, les appels, ils n'aiment pas du tout et la visio, c'est pareil. Beaucoup de lag sur, des entreprises qui ont un gros débit, mais une stabilité qui est en dents de scie et tu vois, on a, des boîtes qui ont, 20 mégabits seconde, de lien internet. On se dit: «Bah, c'est super faible, on se croirait en 2005». Bah, non, parce que c'est super stable. Donc en fait, ça passe, à merveille et ça passe mieux que des boîtes qui ont des débits à 1 giga. Donc il faut regarder effectivement ça. Il faut regarder s'il y a des engorgements. Il y a pas très longtemps, chez un de nos clients,
Lui, il a 70 salariés et sur les 70 salariés, il y a une quarantaine qui utilisent Aircall au quotidien pour passer des appels et en fait, on se rendait compte que, au pic de la journée, donc entre 10 heures et midi et entre, 14 et 16 heures, et bien, en fait, on avait, un effet de bottleneck dans la connexion internet, c'est-à-dire qu'on dépassait très allègrement le débit qui nous était alloué et donc simplement en demandant à l'opérateur d'augmenter, le débit et donc forcément en payant un peu plus cher, et bah, du coup, on a pu, récupérer une stabilité, assez exemplaire sur les 2 solutions, sur Aircall en tout cas. Et Aircall a été, comme Ringover d'ailleurs, les 2 solutions sont vraiment très, très similaires, même au niveau du service. Elles ont pu nous fournir des datas en fait qui nous permettaient vraiment de savoir exactement qu'est-ce qui pouvait se passer et comment on pouvait, l'arranger. Donc tu vois, c'est jamais tout noir des solutions, SaaS comme Aircall ou Ringover. L'important, c'est effectivement toujours d'être accompagné, par quelqu'un en fait qui sait, dont c'est son métier. Ah, je t'entends plus. Ouais, ça y est, tu m'entends? Ouais, c'est bon. Petite coupure, c'est bon? Donc voilà, donc si je finis mon propos sur Aircall ou Ringover, 7 fois sur 10, c'est, côté client qui a des soucis. Donc en fait, une solution SaaS et en fait, c'est comme, ce qu'on disait sur Notion, comme ce qu'on disait sur le SIRH ou sur l'intégration de Microsoft ou Google Workspace. Et ben, en fait, c'est pas parce qu'elles sont faciles d'onboarding, en tout cas, elles sont faciles de souscription, qu'elles nécessitent pas d'avoir des compétences, internes ou externes, IT, pour, traiter ces sujets-là. Je pense Ouais que et il tu y a seras un d'accord autre avec point moi. aussi, Ouais. complètement et ça me fait rebondir sur un autre truc, c'est aussi s'assurer que les gens, soient formés, et notamment les gens qui sont là quand l'outil est déployé, parce que ça, on y pense assez facilement de former les équipes à ce moment-là. Mais, on pense beaucoup moins à former les personnes qui arrivent après. On va leur mettre à dispo, vite fait une documentation et cetera, mais on va pas s'assurer qu'elles utilisent correctement l'outil, qu'elles en sont satisfaites, qu'elles en ont compris vraiment, qu'elles ont compris, son utilité et cetera. Je sais aussi que toi tu connais l'outil, 3CX. Ouais. Moi je l'utilisais, enfin un de mes clients l'utilisait, notamment parce qu'il avait besoin de que les conversations soient enregistrées. C'était une Ouais. obligation légale dans son Mmh. secteur. Et en fait, il y avait plein de salariés qui préféraient utiliser leur ligne perso sur leur portable parce qu'ils trouvaient que 3CX c'était lourd, que c'était, Ouais, voilà, que c'était pas facile, d'appeler avec 3CX et cetera. Alors qu'en fait, ouais. c'était juste, de la formation. Il fallait prendre le temps de leur expliquer comment ça marchait et une fois que c'était bon, quoi. Ils pouvaient même Bah, utiliser tu vois 3CX depuis leur portable d'ailleurs, je crois. ouais, complètement, complètement et tu vois, ça me fait venir à l'avantage, important qu'est 3CX. Ce dont j'ai pas parlé, c'est que Aircall et Ringover sont des solutions qui sont quand même assez onéreuses, il faut le dire. On est, je crois, autour de 20 € par utilisateur et par mois, pour de la téléphonie illimitée, tandis que pour 3CX, on est plutôt autour de 5 ou 6 €. Alors pourquoi? Parce que, bah, déjà 3CX n'est pas une solution SaaS en tant que telle. En fait, 3CX, c'est internalisé, c'est-à-dire qu'on installe 3CX sur un serveur, donc soit un serveur qu'on a positionné dans un cloud, soit un serveur qu'on a à l'interne dans l'entreprise. Donc là, pour le coup, on a besoin de compétences techniques plus importantes, ça c'est sûr. Par contre, effectivement, l'analyse, c'est que tu es au moins 50 plus économique que les SaaS du marché. Tu maîtrises l'opérateur téléphonique qui est derrière, et cetera. Maintenant, c'est vrai que ce sont des outils qui étaient, je dirais, parce qu'il y a eu beaucoup de mises à jour, moins user friendly que Aircall ou Ringover et l'avantage aussi de 3CX, c'est que, bah, tu peux téléphoner depuis ton téléphone fixe sur ton bureau, le téléphone matériel. Alors, moi, je sais, on est en 2024 et ça peut prêter à sourire, mais je croise encore beaucoup de gens qui n'aiment pas trop les téléphones au casque et qui veulent encore avoir ce téléphone, au combiné, et 3CX fait ça à merveille, par exemple, donc c'est bien qu'on en parle. Sujet, communication voix, on parle aussi dans la voix, on parle de Google Meet, Teams et Zoom. Teams fait un peu de téléphonie vocale. Tu as déjà essayé ou pas? Non, non, moi j'ai juste, attends, je réfléchis, mais non, je crois pas. J'avais un client qui utilisait Teams et de temps en temps, les gens essayaient de m'appeler, mais je t'avouerai que déjà, je suis assez réfractaire aux aux appels, surtout, impromptus. Donc je crois que j'ai à chaque fois, j'ai botté en touche et j'ai jamais testé. Mais Slack fait ça OK, aussi maintenant et c'est pareil, si tu me préviens pas, je trouve ça hyper intrusif, quoi. Tu reçois d'un seul coup un appel qui, en plus, ne s'arrête un jamais. appel, ouais. Oui, Voilà, parce que ça mais en sonne en revanche continu, ouais, c'est clair. ouais, ouais, ça sonne en continu, faut vraiment raccrocher au nez de la personne pour pas répondre, ou que la personne se lasse.
Oui, Mais ouais, non, je suis pas fan de ce genre de pratique. Je trouve que, ça envoyer un message et dire, «Tu es dispo, dans 5 minutes, 1 heure et on discute», je trouve ça quand même un peu moins cavalier. Ouais, je suis plutôt d'accord. Moi, j'aurais tendance aussi à recommander de ne pas aller acheter sa viande chez le poissonnier, et l'image, elle est assez claire parce que on va aussi utiliser, si on utilise Google Teams pour faire de la téléphonie vocale, c'est pas un outil qui a été développé pour ça de base, effectivement. Donc du coup, c'est déjà très technique à mettre en œuvre et en plus de ça, le fonctionnement, il est vraiment pas clean. On va pouvoir appeler sur un téléphone, 01, quelque chose. On va aussi pouvoir appeler chez quelqu'un qui a Teams ou quelqu'un qui, comme toi, Rachel, n'utilise pas Teams forcément au quotidien. Donc effectivement, ça rend le truc assez intrusif. On ne maîtrise pas trop comment le fonctionnement, va derrière et du coup, on voit encore beaucoup de boîtes qui vont, payer des licences en double ou en triple. Elles vont avoir Slack, Teams, Google Meet et Zoom. Je pense qu'il y a quelque chose où il faut faire très attention aussi, c'est à pas faire exploser son compteur de licence. Parce que, on va utiliser des outils qui ont des fonctionnalités qui sont super similaires, mais qui sont, assez peu spécialisés dans la fonctionnalité qu'on utilise. Donc du coup, ça fait que, on se retrouve avec des licences qui sont payées en double et en triple. Moi, l'exemple tout bête, c'est Monday et Notion, hein, on utilisait les 2 il y a un moment donné, bon, c'était plutôt pour du test, mais rien que ça, pour, 6 salariés, c'était, au total 450 € par mois, quelque chose comme ça. En retirant Monday, c'est 260 € qu'on a économisé. Et donc, je ferai cette recommandation aussi sur tous les autres outils. Il faut spécialiser, il faut utiliser des outils qui sont spécifiques. Donc, si on veut faire de la téléphonie, AirCall, Ringover, 3CX, pour de la téléphonie, mais on va éviter d'utiliser 3CX pour faire de la visio. On va éviter d'utiliser Teams pour faire des appels téléphoniques. Voilà, c'est pas leur spécialité. Et du coup, le fait de les coupler à d'autres, outils, pourrait faire exploser, son compteur de licence. Ouais et là-dessus, l'autre, conseil que je donnerais, c'est de, vérifier, les abonnements, de traquer vraiment régulièrement, ce qu'on paye, combien d'abonnements on paye à tel outil et cetera. Parce que le nombre de fois où je vois des entreprises qui continuent de payer des abonnements pour des salariés qui sont partis, ou des Ça, abonnements c'est pour des dingue, ouais. salariés qui ne connaissent pas qui ne connaissent même pas l'outil. Moi, ça m'est arrivé, alors, chez un client pareil, ils ont payé un abonnement pour moi, pour un de leurs outils. Je ne connaissais même pas, enfin, je savais même pas que j'avais un accès, je ne savais pas à quoi servait cet outil, j'en avais absolument pas l'utilité. Donc quelqu'un m'avait ouvert un accès à un moment donné, sans m'en parler, sans m'expliquer, et en fait, j'en avais absolument pas besoin. Donc voilà, ils ont payé pendant 1 an, et ça c'est assez courant dans les entreprises. Donc traquer Ouais. aussi, traquer, chaque abonnement de chaque outil, pour s'assurer qu'on paye pas des trucs, pour rien. Ouais, on le voit beaucoup nous ça, nous je sais qu'on est beaucoup missionnés. Alors déjà c'est, dans notre intervention de base je dirais, c'est effectivement, traquer les coûts de licence, traquer les coûts en général de l'informatique et c'est vrai qu'on met en place pas mal de petites, actions et de contrôles qui nous permettent de savoir en fait, dès le premier mois d'intervention, qu'est-ce qui est consommé en trop, et combien on pourrait économiser. Je sais que nous, on alors j'ai pas le chiffre en tête, c'est dommage, mais on le monitor depuis qu'on existe, le nombre, d'euros qui ont été économisés par cette simple action de traquer les licences, mais ça se compte en plusieurs dizaines de milliers d'euros qui ont été économisés sur 3 ans. Donc le chiffre, il est absolument énorme. Alors c'est sur plusieurs entreprises évidemment, mais bon, plusieurs dizaines de milliers d'euros qui ont été donnés à des éditeurs, et dont les utilisateurs ne se sont jamais servis, des outils ou sont partis de l'entreprise depuis plusieurs mois donc ouais, je te rejoins complètement. Il y avait un truc aussi qui m'avait fait réagir, juste avant, c'est, tu donnais la recommandation de, si personne dans une entreprise va, former les nouveaux utilisateurs, à un outil qui vient d'être déployé, en fait, ça sert pas à grand chose. Est-ce que tu conseilles, pardon, tu conseilles, la mise en place d'un système de buddy dans les entreprises? C'est-à-dire que, on a quelqu'un qui est spécialisé Aircall, par exemple, quelqu'un qui est spécialisé Google Meet et du coup, ces personnes-là, elles vont prendre un petit temps avec, un nouvel onboardé, pour, lui montrer les rouages d'un outil? Oui, alors souvent ça se fait aussi avec la partie, plus opérationnelle du poste. Ça va, voilà, on va former la personne sur, j'en sais rien, par exemple la facturation.
Moi, je fais la facturation sur Penny Lane. Je profite de la formation facturation pour montrer Penny Lane, pour montrer comment ça marche, comment on crée des relances automatiques pour les clients qui n'ont pas encore payé, qui sont en retard de paiement, etc. C'est lié en fait, parce que sinon, si on fait une formation très générique sur l'outil, les personnes ne retiennent pas. Elles vont retenir que l'outil existe, mais elles vont pas Oui, forcément retenir à quoi il sert, comment s'en servir, etc. Alors que si on le couple avec leur utilisation au quotidien, ça s'enregistre beaucoup mieux. Et après, en parallèle de ça, ce que je fais régulièrement dans les entreprises quand j'arrive, c'est déjà une politique d'utilisation des outils. Donc, rappeler qu'on ne prend pas un outil si on n'a pas d'abord vérifié que les outils qu'on a déjà feraient pas la même chose, ou en tout cas à peu près, comme on disait tout ouais, à l'heure. Heu, Vérifier aussi que le coût de l'abonnement par personne, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir plusieurs abonnements, et cetera, et cetera. Et ensuite la liste des outils qu'on utilise, quelle équipe peut avoir accès à cet outil et sous quel rôle aussi. Je me souviens que dans une entreprise, on avait un outil où les devs avaient accès à 100 et l'équipe produit avait accès que en tant que viewer, en tant que, comment on dit en français? Lecteur. lecteur, Heu, ouais. voilà. Voilà, ça permet aussi du coup de pas se poser de questions quand une nouvelle personne arrive. On a le cadre, on sait que, telle personne est dans telle équipe, elle doit avoir accès à tel, outil, et cette personne-là, elle peut aussi aller voir la liste des outils et avec une rapide définition, voilà, on maintient comme ça. Donc si la personne se dit: «Bah tiens, c'est marrant, je suis dans l'équipe produit, je suis censée avoir accès à tel outil, je le vois pas dans mon gestionnaire de mots de passe, Lanceur. dans mon gestionnaire des accès, et cetera, Ouais, j'y ai pas accès. Donc après, ils se tournent, il ou elle se tourne vers l'office manager, qui est souvent la personne qui va piloter tout ça, même si c'est pas la personne qui va avoir le rôle, sur chaque outil, mais enfin le rôle ouais. d'admin, mais qui peut au moins rediriger après, et s'assurer que tout est carré. Et super, et du coup ça nous envoie, cette gestion des droits, et cetera, nous envoie sur un sujet, bon, alors moi je tiens une boîte d'informatique, donc qui gère l'informatique de ses clients, donc évidemment le sujet de cybersécurité, des cyberattaques, m'interpelle toujours. Tu me parlais, quand on préparait, le podcast, que, tu avais écouté, et j'ai écouté le même d'ailleurs, un épisode de Génération Do It Yourself de Mathieu Stéphanie, où intervenait Nicolas, Collin de The Family. The Family, on connaît le scandale, qui a eu lieu il y a quelques années maintenant. Et je trouvais intéressant que tu nous en parles un petit peu, parce que c'était, ouais, ce que tu me disais était super intéressant. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu as retenu de tout ça? Alors c'est marrant parce que l'épisode dure 3 heures, enfin 2h55, Oui. heu et il y a un truc où vraiment je me suis dit: «Ah mais ça je vais en faire un post LinkedIn, ça va apporter de l'eau à mon moulin», quand parce que c'est le sujet que je radote, je Ouais. pense que les gens en ont marre, mais clairement, quand on voit ça, on voit qu'on peut radoter encore, pendant de longues années. Oui, c'est clair. Heu, donc le scandale The Family, c'est un des associés qui a détourné des fonds, et les autres associés ont commencé à se douter qu'il se passait quelque chose, et cetera, mais ils ne trouvaient pas de traces du problème jusqu'à ce qu'ils tombent sur un faux document. Voilà, donc quelque chose qui avait été complètement construit pour faire croire, hein, que ce qui devait être fait avait été fait. Ouais. Et en fait, ils sont tombés sur ce document, et dans le Google Drive de la boîte, la personne qui a détourné les fonds l'avait enregistré dans un dossier qui était censé être accessible que à lui, sauf qu'en fait, Google Drive a été paramétré pour, par défaut, ouvrir les documents à tout le monde, que toute l'entreprise ait accès aux documents où qu'ils soient dans le Google Drive. Et donc ils Ouais, ont donc il pu, s'était fait, bon, «choper», entre guillemets, mais il s'était fait choper comme ça. OK. exact, bah, c'est le truc Un qui truc a de fou. permis de dire: «Ah bah, ouais, c'est bien ça, on est bien sur un détournement de fonds», et en plus comme Google, est une grosse balance, ils ont pu retracer tout l'historique, donc la date de création OK. du document, toutes les modifications, et cetera. Parce que Google Drive, enfin Google garde tout en mémoire. Donc voilà, et ça m'a fait rire parce que c'est vraiment un sujet, enfin moi je le vois encore, j'ai des clients qui m'ont partagé, des documents, il y a quelques années, et sur mon compte, avec mon adresse mail de freelance,
Et quand je vais dans mon Google Drive, alors j'y vais très rarement, mais si je fais des recherches, je me rends compte que j'y ai encore accès en fait. Alors que moi, je leur fais signer en début de mission un document qui leur dit que quand je m'en vais, ils doivent me couper tous les accès. Ouais. Quand je m'en vais, j'ai un process d'offboarding de ma mission où je fais toute la passation à la personne qui va gérer à ma place. Je redis à tout le monde qu'il faut bien me couper les accès, etc. Mais malgré tout, Mais c'est pas fait. voilà, je me retrouve, j'ai découvert l'année dernière que j'avais même encore accès au compte en banque d'un client qui n'avait jamais déconnecté de sa banque en ligne. Même, voilà, on en est là, dans la sécurité. Ouais, c'est bon, scandaleux, en fait, on prêche par l'oubli tout simplement. C'est ce qui arrive beaucoup dans les offboarding, qu'on ne fasse un offboarding de collaborateurs ou d'un externe et bah, effectivement, on va oublier de faire plein de trucs. C'est un sujet à part entière et on va en parler, je crois courant septembre. On vous en dira plus au bon moment. À préciser que pour, The Family, le scandale, bon, les décisions de justice ont été que partiellement rendues aujourd'hui, donc la présomption d'innocence prévaut, toujours. Mais pour celles et ceux d'entre nous qui souhaitent faire des abus de biens sociaux ou cacher des trucs à leurs salariés, déjà, on a, un sujet de sécurité extrêmement important. Alors je plaisante évidemment quand je dis ça, mais il faut configurer, vos espaces Google et vos espaces Microsoft pour qu'il n'y ait pas d'enregistrement par défaut des pièces jointes ouvertes. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand vous ouvrez un email avec une pièce jointe dedans et que vous double-cliquez dessus, elle va aller s'enregistrer dans vos drives respectifs. Et vos drives respectifs, par défaut, ils appartiennent à l'entreprise. Donc, un administrateur de l'entreprise peut complètement aller, fouiller dedans, taper dedans, pour pouvoir voir leur contenu. Donc effectivement, si il y en a des données sensibles sur des collaborateurs, sur des clients et cetera, eh bien, il faut absolument, bah, éviter cet enregistrement automatique et enregistrer que si on a vraiment besoin d'enregistrer. Donc ça, c'est une première chose et on évite déjà une pollution importante, des espaces de stockage. Parce que à quoi ça sert d'enregistrer 10 000, 15 000 pièces jointes, sur des drives alors que ces pièces jointes vont très certainement ne jamais être, rouvertes une seconde fois? Bon, il y a un enjeu quand même, je dirais, écologique à éviter, d'enregistrer tout et n'importe quoi et ensuite, j'ai un seconde recommandation, c'est de mettre une date limite sur vos liens de partage. Là, c'est vraiment, on est vraiment dans l'hygiène numérique parce qu'on c'est ce que tu disais Rachel, ben, toi, tu es off-boardée d'une entreprise, et tu te rends compte 2 ans plus tard que tu as encore accès à des, à des liens de partage avec des documents sensibles. Ouais. C'est assez catastrophique. Moi, ce que je recommande également dans toute cette gestion documentaire, quel que soit l'outil qu'on utilise pour ça, c'est, bah, déjà d'avoir une politique de gestion documentaire, de savoir, quels documents doivent être enregistrés, comment les nommer correctement, parce que les documents qui s'appellent, scan, 0102 XXX, ça sert à rien. C'est clair. Heu, de vraiment, limiter au maximum, en fait, l'enregistrement des documents, de ne garder que le nécessaire. Et de faire dans sa politique, d'établir aussi, des révisions des dossiers, Ouais, des révisions de avec, droit. une pér ouais, avec une OK. bah, de droit et des documents qui sont enregistrés dedans, parce qu'il y a des Oui. documents qui doivent être archivés, il y a des documents, qui avaient une durée de vie très courte, qui peuvent être supprimés. Donc c'est vraiment toute l'hygiène de la gestion documentaire. Donc la périodicité, qui est responsable de le faire? Et qu'est-ce qu'il doit faire? Donc effectivement, revoir les droits, revoir les docs, revoir le nommage, et cetera, et cetera. Et avec ça, on s'assure d'avoir une bonne gestion documentaire, surtout, alors moi notamment, je touche essentiellement aux sujets, admin, financier, RH, Donc sensible, qui ouais. sont voilà, qui sont pas des petits sujets. Mais à chaque fois, je vois, enfin, très souvent, par exemple, sur les contrats, on a les versions de projet de contrat sous Word, mais la version Oui. signée par tous, qui est la version qui nous intéresse au final, on l'a pas, par exemple. Donc au-delà D'accord, de ah la ouais, ouais, oui, ouais. cybersécurité, on est, voilà, sur la gestion de l'entreprise, le nombre de fois où je demande la lettre de mission de l'expert comptable, le le contrat de le contrat de maintenance, des j'en sais rien, des fontaines à eau, de et souvent à cause de ça, en plus, on se retrouve dans des situations où on est sur des contrats tacite reconduction. Par exemple, les fontaines à eau, c'est incroyable. C'est toujours des trucs tacite reconduction, pour une période de, 3 ans. Et si on veut casser le contrat, il faut envoyer une lettre recommandée 6 mois avant la fin du contrat. Et j'ai Ah des oui, donc clients on qui se est quasi retrouvent comme sûr, ça avec d'être des engagé à mort là. renouvellements de trucs pendant 3 ans, et comme personne Oh maîtrise là de là. rien, et ben hop, ils sont repartis pour 3 ans alors qu'ils voulaient changer de prestataire.
Les photocopieurs aussi, on est pas mal sur les photocopieurs. Donc voilà, donc ça permet de sécuriser voilà toute la partie cybersécurité, mais c'est aussi juste la vie de l'entreprise en fait. Ça nous permet aussi d'assurer la continuité quand un salarié s'en va. Enfin, c'est vraiment Ouais, essentiel la gestion documentaire. c'est bien au-delà de l'hygiène numérique, en fait, c'est simplement de l'hygiène business. Exactement. C'est vraiment des OK, bonnes pratiques, et ça, faut le ouais, mettre en place, mais dès le début, ouais, c'est avant même d'avoir des salariés. Après, on le fait évoluer bien évidemment, bien mais sûr. c'est des pratiques qu'il faut avoir dès le départ. Bah, tu vois, moi, tu me parles de menaces qui sont liées alors bon, des menaces qui sont liées menaces business qui sont liées à des renouvellements de contrats un peu sauvages parce qu'on n'a pas géré, notre base documentaire. Hem, Moi, ce que je vois, hein, beaucoup, c'est que dans les entreprises qui ont des serveurs locaux et encore, hein, ou celles qui ont des données sur Google Drive, SharePoint, OneDrive ou Dropbox et ben, en fait, on se rend compte que très peu, elles ont mis en place un système de sauvegarde. Alors là, c'est pareil, c'est un point où il faut insister parce que, bah, c'est catastrophique. Elles pensent que c'est l'éditeur qui s'en occupe. Alors on en parlait au tout début de l'épisode, mais dans les conditions générales d'utilisation de ces solutions-là, en fait, il est bien indiqué vraiment noir sur blanc, que les éditeurs pourraient ne jamais être tenus responsables d'une perte de données. Tu vois, je voudrais te donner un exemple qui m'a fait qui m'a fait sourire. Je sais pas si je dois sourire de ça, mais il y a un mois, Google a supprimé le contenu des drives d'un fonds de retraite australien pour une valeur de 135 milliards de dollars. Alors, je vous donne le titre de l'article comme ça. Bon, alors le fonds de retraite, il avait des sauvegardes, mais les sauvegardes étaient aussi hébergées chez Google et rattachées au même compte. Donc, du coup, tout a été supprimé aussi. 135 milliards de dollars, bon, bah, je fais pas un dessin de quel est le montant, mais on voit encore des boîtes aussi qui perdent 100 000, 200 000, 500 000, plusieurs millions d'euros, parce qu'effectivement, il n'y a pas eu de sauvegarde de données. Donc là, on est aussi, on parlait d'hygiène business juste avant pour modifier le terme hygiène numérique. On est vraiment dans l'hygiène de son business parce que il faut absolument sauvegarder, toutes les données d'une entreprise parce qu'aujourd'hui, eh ben, la vie d'une entreprise, elle est vraiment liée à ces données. Moi, ce que je vais recommander, je sais pas si toi c'est mis en place dans les entreprises, Rachel, mais c'est d'avoir toujours 3 sauvegardes différentes, sur 2 supports distincts, dont l'un va se situer hors site ou chez un autre opérateur cloud. Donc en fait, pour s'en rappeler, c'est assez simple. Nous, on utilise l'adage 3-2-1 et ici, nous, on ajoute même un 0 parce qu'il faut que ces 3 sauvegardes ne contiennent aucune erreur. Donc s'il y en a une, alors on recommence le cycle de sauvegarde. Donc si je peux rappeler un peu cette partie de sauvegarde, c'est jamais très drôle, mais voilà, 3 sauvegardes, 2 sont sur un support, différent et un des supports se situe hors site. Donc ça veut dire que vous pouvez avoir vos données chez, Google, si vous voulez et vous pouvez backuper vos données sur un serveur Microsoft ou un serveur OVH. L'idée, c'est que du coup, vous soyez vraiment, complètement, distanciés d'un bâtiment à un autre et que s'il y a un bâtiment qui prend l'eau ou qui prend feu et bah, du coup, vos données soient encore, en vie. Tu as une, pratique peut-être, qui est un peu facile à mettre en œuvre, toi, Rachel? À propos des sauvegardes? Ouais, à propos des sauvegardes. C'est des choses que tu mets en place, toi, quand tu interviens dans une entreprise ou tu préfères plutôt, dire: «Bah, ça, c'est pas trop mon sujet»? Alors, je vais plutôt dire: «C'est pas trop mon sujet». Après, je vais alerter. Tu vois, Ouais. ça va être comme sur le droit social. Je suis pas, Mmh. avocate en droit social, je suis pas non plus, experte IT. En revanche, j'ai beaucoup d'expérience et beaucoup d'expérience dans diverses entreprises, Ouais. ce qui fait et divers, secteurs d'activité, ce qui fait que je vais avoir vraiment, accumulé beaucoup de bonnes pratiques et je peux tout de suite alerter quand je vois quelque chose qui va pas, quel que soit le sujet. Et après je vais moi me tourner vers les experts. Moi en fait je ne fais pas, je fais faire. C'est mon job, et c'est d'ailleurs le job des office managers en général. On est vraiment le chef de projet, par excellence. C'est-à-dire qu'on va vraiment, tout manager, tout piloter et ensuite on va faire appel aux experts pour que les choses soient faites, correctement. OK, OK, je vous vois effectivement, ouais, comme le nœud, comme un nœud en fait, hein, finalement, où tout vient s'accorder et ouais, c'est bien le mot chef d'orchestre. Je pense qu'effectivement, c'est le cas, hein. Ouais, ouais, C'est c'est le ça, cas. exactement. Mmh. Et tu vois, c'est pareil tu disais, sur la fibre internet et cetera. Je me souviens avoir déjà eu, cette conversation aussi d'ailleurs, mais pareil, je vais pas aller moi auditer, le truc internet, mais quand on me dit: «Ah ça marche pas, faut me changer mon ordi», parce que on parlait des solutions téléphoniques, mais j'ai eu le même truc Ouais. sur, les ordis, ou sur, tel outil,
genre, faut qu'on change, Penny Lane, c'est nul, ça rame trop. Genre, mais t'es sûr que c'est, t'es sûr que le problème vient de Penny Lane? Ah bah non, en fait, c'était ta connexion internet. Voilà. Ouais, Euh, pas étonnant. donc voilà. Donc c'est un grand classique. OK et bah, je crois qu'on est en train d'arriver à la fin. On a pas mal papoté encore une fois. Est-ce que tu pourrais nous donner, 3 conseils, pour bien choisir ses outils, et par extension, bien choisir son environnement? Ouais, alors mon premier conseil, c'est de s'assurer qu'on n'a pas déjà quelque chose qui fait la même chose, ou en tout cas quelque chose de similaire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça c'est vraiment, en fait, c'est des conseils, je pense que je les ai déjà tous donnés, au fur et à mesure du de l'enregistrement. Mais, voilà, Ouais, bien connaître ses outils actuels, et vraiment, connaître toutes leurs fonctionnalités, parce que souvent on découvre des choses quand on les utilise. On a beaucoup parlé de Notion, mais là, si j'ai cité Pennyline, souvent mes clients utilisent Pennyline sur, une partie de leur business, mais savent pas qu'ils peuvent faire plus avec. Donc avant ouais, de commencer à prendre, je sais pas, Pennyline pour faire, les rapprochements bancaires et celle-ci pour faire la facturation, ben, peut-être tout regrouper, dans Pennyline. Voilà, et aussi la gestion des notes de frais, et aussi le pilotage financier. Enfin voilà, c'est vraiment, surtout sur les petites structures que moi je connais bien, avoir des outils qui fonctionnent bien, et qui sont assez généralistes, c'est souvent, suffisant. Voilà, il y a pas forcément besoin de multiplier, tous les, pour chaque besoin d'avoir un outil. Hem Et j'ai oublié du coup mes 2 autres conseils. Hem, ah, le je sais premier plus était ce que fort, je hein, quand même, hein. ouais, bah, ouais, mais j'en avais bien 3, hein, mais là, tu vois, j'en ai plus qu'un. Heu, non, bah, je sais plus. Heu, oui, bah, si, après le deuxième, c'était effectivement de s'assurer quand on choisit un outil de faire adhérer toutes les personnes qui vont l'utiliser. Donc de les former, de les informer, de leur expliquer pourquoi cet outil et pas un autre, pourquoi on change, pourquoi on met en place un outil aussi, parce que parfois, les gens aiment bien leurs petites habitudes et trouver ça sympa de juste, envoyer un mail à leur manager pour me dire, «Je pars 15 jours en vacances» et là, d'un seul coup, on leur demande de rentrer, ça dans un outil. Ils ont l'impression que ça devient plus formel, qu'on va les traquer. Enfin, on a souvent des réactions, qui peuvent être un peu fortes côté Ouais, équipe. dans les grandes équipes, ouais, c'est vrai. Ouais, ou même dans les petites, mais Ah ouais, même dans les petites? ouais, même dans les petites qui sont habituées à tu vois, souvent dans les petites, ce qu'il y a aussi, c'est, «Ah mais jusqu'à présent, on se débrouillait». Tu vois, Ouais. pourquoi tu veux structurer le truc? C'est bon, on se débrouille, tu vois? On fait le mais sauf qu'en fait, la débrouille, ça va bien 2 minutes, mais à un moment, faut un peu, enfin, si on veut faire grandir l'entreprise, si on veut aussi, sécuriser l'entreprise, il faut, il faut un peu cadrer le truc, quoi. Ouais. Donc voilà, vraiment prendre le temps d'emmener les équipes avec soi dans la mise en place de l'outil. Ça, c'est vraiment primordial, et désamorcer les trucs, parce que si les gens n'adhèrent pas à l'outil, on paye pour rien, Ouais, et il on sera se jamais fatigue, utilisé. et Ouais. ouais, ça c'est le pire truc, quoi. Mettre en place Ouais, un c'est un outil vrai que point de douleur, qui ouais. ouais, ouais, ouais. Puis ça dure longtemps, quoi. C'est Oui, oui, heu, oui, oui, puis ça râle. ouais, ouais, ça c'est vraiment, enfin moi j'ai pu le vivre dans des entreprises où je suis arrivée en cours de route parce que justement il fallait rattraper le truc, c'était un peu, enfin C'était voilà, compliqué, ouais. c'est clivant, quoi. C'est un peu comme quand on annonce un déménagement, enfin un déménagement, on est même sur un stade un peu au-dessus, mais c'est un peu le même truc, quoi. Ouais. C'est un peu les gens, étaient bien dans leur petit, confort habituel, et là d'un seul coup on les chamboule, voilà. Et le troisième conseil, je suis désolée, mais je l'ai vraiment perdu. C'est un peu, si j'y repense, Tu je l'as te le vraiment dirai. perdu. Mais en même temps, les 2 premiers conseils, ouais, ces 2 conseils étaient assez, assez puissants, hein. C'est vrai que le point de douleur, sur, la mise en place d'un logiciel, et bah, effectivement, les points de douleur, il faut absolument y répondre le plus vite possible parce qu'il en va aussi, à des questions de rétention. Parce qu'effectivement, si on perd, une partie de ses collaborateurs simplement parce qu'on a remplacé, Cegid par, Pennyline, heu, bon, je suis pas sûr qu'on non, je pense pas que ça cause, un churn des collaborateurs, ça, mais bon, bref, ça peut en tout cas, Non, mais par contre, amener à ça va beaucoup de douleur. déstabiliser l'activité, parce que si, enfin, tu vois, par exemple, alors, là, pour le coup, c'est moi, tu vois, qui ai pas adhéré au truc, mais donc chez un client, on avait Asana.
Enfin, on a mis en place Asana, parce qu'il venait de se faire racheter et que le groupe utilisait Asana, donc tout passait là-dessus. Sauf qu'en fait, c'était hyper, la façon dont les projets étaient gérés dans Asana, c'était hyper rigide, et puis il y avait pas tout. Enfin, tu vois, moi, il me manquait beaucoup d'informations dans Asana, c'était voilà. Ouais, Bah, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai continué à faire ma tambouille de mon côté sur Notion et j'allais juste donner le minimum d'infos dans Asana et d'autres faisaient la même chose. Donc au final, chacun refaisait sa tambouille, de certains sur Excel, d'autres sur Notion, voilà, c'était chacun ses petites habitudes, d'un autre sur Trello, et du coup, tout l'intérêt d'avoir un outil de gestion de projet, commun, c'est d'avoir l'information commune au même endroit et là, on l'avait complètement perdu, tu vois? Donc et du coup, c'est baisse de productivité, risque d'erreur, bien sûr. enfin voilà, on est là-dedans et du coup, ça me fait penser, je me souviens de mon troisième conseil, c'est, Dis-moi. c'est de ne pas succomber, au syndrome de l'objet brillant et de ne pas Ah vouloir oui, changer d'outil, à chaque fois qu'un nouvel outil, arrive. Ou de ne pas vouloir restructurer son outil à chaque fois qu'une nouvelle fonctionnalité dans l'outil arrive. Parce que ça, par exemple avec Notion où ils sont tout le temps en train de sortir des nouvelles fonctionnalités, c'est vrai qu'on a tendance à faire: «Ouh, ça va être génial, allez on refait tout». Et en fait, on passe plus de temps à refaire le truc plutôt qu'à juste bosser. Heu, voilà, ou de changer d'outil, au lieu de bosser et cetera et là, c'est pareil, quand on change trop souvent d'outil, parce qu'il y en a un nouveau qui est sorti, qui est mieux, qui est machin, on perd complètement les équipes, les gens savent ouais, plus, enfin voilà, là, c'est vraiment le pire du pire. Donc ça, c'était mon troisième conseil, ne pas succomber, aux tentations à des l'objet nouveaux qui outils. brille. Je vais Ouais. je vais retenir cette phrase parce qu'elle me plaît, ouais, ne pas succomber à l'objet qui brille. Ah, j'aime bien, j'aime bien. OK, trop cool. Bah, merci beaucoup pour ces 3 derniers, conseils. Moi, j'en prends, quelques-uns, pour moi, pour les mettre en place au quotidien. Rachel, si on veut te contacter, comment on fait? Le plus simple, c'est LinkedIn. Voilà, Rachel Pierre, RAF, freelance, cofondatrice Office Lab. Il y en a OK, pas 36, hein, vous me retrouverez, assez vite et je suis plutôt réactive quand on m'envoie des DM, après, il faut attirer mon attention, hein. Les messages de bien sûr. prospection, automatisés, ça Oui, marche pas trop peut-être sur moi. éviter. Voilà, mais des vraies, mises en relation, des vraies, invitations de connexion et cetera, ça fait toujours plaisir. Donc OK, voilà, sur LinkedIn. trop bien. Et sur, pour Office Lab, on a le site internet? Exactement. Alors, on a aussi la page, Office Lab LinkedIn sur lesquelles on est Ouais, tout aussi OK, réactif et OK, sinon, le site internet, c'est, prêt à aller plus loin, Office Lab, mais le peut-être que le plus simple, c'est que je t'envoie le lien et que tu l'ajoutes, à la présentation du complètement. podcast. Carrément, carrément. OK, cool. Et ben, merci infiniment pour ta présence. J'ai passé un super moment. Tu participes à des événements prochainement? Alors pas dans la vraie vie, mais en ligne, oui. Bah, d'ailleurs, on OK. va en faire, un, bientôt ensemble, Ouais, sur tout à fait. l'offboarding. Voilà, un webinaire sur l'offboarding qui est la suite de notre atelier à l'OM Summit sur l'onboarding. Ouais, Et je vais aussi, animer une série de mini webinaires sur Notion justement à l'attention des office managers et des RAF en trop utilisant bien, vraiment des cas pratiques, sur, 15-20 minutes, pour montrer comment Notion peut justement aider à gérer sa boîte. trop cool. Ben moi, je regarderai. Si on veut, y participer, on se connecte à toi sur LinkedIn et les informations, on les aura, c'est ça? Exactement, je ferai des posts, je ferai à mon avis une série de posts avant, pour, communiquer sur l'événement. J'ai pas encore décidé de la date exacte. Ça sera, septembre, octobre, la rentrée, quoi. Trop bien, trop bien. Eh bien, moi de mon côté, je vous mets dans la description, de cet épisode tous les liens des outils dont on a parlé. Si vous voulez poursuivre la conversation comme l'a dit Rachel, eh bien, vous pouvez la contacter sur LinkedIn, mais vous aurez les moyens de contact également dans la description et le site, pour accéder enfin l'adresse pour accéder à Office Lab. Nous, on est contactable, aussi sur LinkedIn et sur victoria.solutions au pluriel, pas de .fr, pas de .com, juste victoria.solutions au pluriel. Je vous mets tout dans la description. Rachel, encore un grand merci. Je te souhaite, eh ben, une bonne Merci journée à toi pour et l'invitation. puis on se revoit vite. Merci Rachel, à plus. Bonne journée.